Les dessous de la neige de culture, une conférence de l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme, avec Carlo Carmagnola. Et voilà, parfait. Et bonsoir à toutes et à tous. Donc en effet, on a un temps illimité ce soir pour parler de neige, je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Donc on va en profiter. Moi je viens en effet de l'autre côté des Alpes, donc d'Italie, là où on mange bien on va dire, et on m'a invité aujourd'hui pour vous parler de neige. Alors c'est vrai que le sujet de base c'est la neige de culture, neige artificielle, neige à canon, et ça on va en parler. Par contre on a estimé qu'avant d'arriver à comprendre les spécificités de cette neige, qui fait beaucoup parler aujourd'hui, il faut quand même voir des choses sur la neige naturelle avant. Parce que pour comprendre les différences entre neige naturelle et neige artificielle, il faut déjà avoir des idées de ce que c'est la neige naturelle. Donc, dans une première partie, on va en effet parler de neige naturelle. Donc, ça, c'est le plan de l'exposé, si vous voulez. Neige naturelle, ce que c'est, comment ça marche, etc. Parce que si vous avez bien en tête ça, vous allez mieux apprécier les spécificités de la neige de culture que l'on va aborder juste derrière. Et une fois que cette neige en station, on l'a produite avec les enneigeurs, il faut bien sûr la travailler. Donc on va quand même aussi toucher un petit mot à la neige damée, à la neige de piste, et quelles sont ses spécificités par rapport à la neige naturelle, à la neige de culture. Et après, à la toute fin, à partir de minuit et demi, plus ou moins, on va parler de changement climatique, parce que ça c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire sur l'avenir des stations, avec ou sans neige de culture, bien sûr. Combien de jours de ski on fera dans 20 ans ou 30 ans dans certaines stations. J'en ai ciblé 2 à vous montrer, mais si quelqu'un veut voir autre chose, on pourra essayer de trouver sa station et aller voir combien de jours de ski on fera dans 30 ans. Alors on commence par la neige naturelle. Il n'y a pas plus beau que la neige. Donc là, je parle par exemple au moniteur. Si vous n'aimez pas la neige, vous êtes trompé de métier. Donc sortez de la salle, on vous donne 2 minutes. Si vous n'êtes pas passionné par la neige, il faut changer. Il n'y a rien de plus beau. On verra aussi pourquoi c'est intéressant au niveau physique. Moi je dis tout le temps à ma copine, t'es la deuxième chose la plus belle que j'ai jamais vue. Et la première c'est ça. Donc là c'est un flocon. Alors c'est pas de la neige artificielle, ça on verra. On fait pas ça dans un canon, on fait différemment. Mais on commence par la neige. Alors j'ai 2 diapos en anglais, je suis désolé, j'ai pas trouvé l'équivalent. Mais c'est très simple. C'est pour vous dire qu'on va parler de neige, que ce soit naturel de culture. Il faut voir la neige comme un élément, c'est marqué ici, manteau neigeux, qui fait partie de quelque chose de plus vaste. Donc c'est ce qu'on appelle la cryosphère, toutes les surfaces englacées, enneigées. Donc on a les glaciers, bien sûr, les calottes polaires, les banquises, la neige dans le sol, donc le permafrost. Donc tout ce qu'on va raconter, c'est un élément assez spécifique, mais dans un milieu qui est beaucoup plus vaste. Et si vous regardez un petit peu sur nos planètes, la neige, dans une forme ou dans une autre, on la voit quand même presque de partout, à part en Afrique et au Brésil. Vous n'allez pas au Brésil pour chercher la neige, en tout cas. Ou en Australie, c'est pas une bonne partie de l'Australie, on ne voit pas la neige. Mais sur la plupart, notamment de l'hémisphère nord, la neige, notamment la neige saisonnière qui nous intéresse, donc qui est en vert clair, on la voit quand même assez souvent. Donc c'est quelque chose d'assez présent sur notre planète par rapport à d'autres planètes qui en voient un petit peu moins. Justement, avant d'aller à la neige de culture, c'est le but, on commence par le système solaire. Donc je commence un peu loin. Imaginez de vouloir faire du bon ski sur notre planète. Je vous ai mis 3 planètes ou 3 satellites qui permettent de faire du bon ski. On verra que la neige de culture serait presque pas nécessaire sur ces zones-là. Par exemple, sur Mars. Sur Mars, on a la montagne la plus haute du système solaire, ça fait 3 fois l'Everest. Donc là, si vous voulez vraiment faire de la dénivelée, mais à fond, Mars, c'est la bonne destination. Donc, prochain stage ENSA, Mars, c'est à cibler. Alors, c'est de la glace de CO2. C'est pas de la glace entièrement d'eau, H2O. Ça, on verra, il y a une différence. Mais quand même, il y a de la neige. Pluton, c'est la meilleure planète qui existe pour skier. Donc là, vous skiez en janvier, février, mars, tous les jours. Il y a à peu près 200 km de glace. Donc là, il n'y a pas de souci de changement climatique. Par contre, il fait moins de 220 degrés. Donc là, c'est dur quand même. C'est de la glace dure. Donc il faudra avoir du coup des skieurs italiens qui aiment bien la neige dure et pas les skieurs français qui aiment la neige molle, pour vous dire. Mais il y a de la glace. Europe, c'est magnifique pour le ski de fond. C'est tout plat. Il y a des calottes de glace. Par contre, il y a des crevasses qui font à peu près 200 km de profondeur. Donc il faut aller avec des guides qui connaissent. Mais c'est du bon ski.
Donc pour vous dire que du coup la neige, on l'a de partout, et même dans d'autres planètes. Là, je vous ai mis juste pour cette petite introduction des tableaux qui parlent de neige. Donc la neige, on aime bien, on la voit de partout, on la voit dans les films, ça c'est une référence mythique qu'il faut connaître de neige. Voilà, donc la neige, on la voit de partout. Et en plus, on sait qu'elle est belle. J'ai commencé par ça. Pourquoi elle est belle? Alors ça, c'est pas évident à dire pourquoi elle est belle. Hein. On pourrait faire un cours, la beauté de la neige, la prochaine fois. Alors déjà, elle est blanche. Ça nous plaît, c'est très blanc. Albédo, pouvoir réfléchissant, ça on pourra peut-être y revenir. La neige de culture en général est plus blanche que la neige naturelle, ça on va le dire. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, la neige atténue les sons. Les paysages enneigés sont silencieux. Ça c'est le pouvoir isolant de la neige, notamment quand elle est pleine d'air, la neige fraîche. Il y a aussi un phénomène auquel vous n'avez jamais pensé, mais qui est super compliqué à expliquer, c'est que la neige lisse les paysages. Donc vous avez des aspérités de cette surface, dès qu'il neige, ça lisse. Ça, pour un matériau qui est solide, c'est vraiment pas évident. Il est viscoplastique, elle est viscoplastique la neige. C'est pour ça qu'on arrive à lisser. Donc ça, il y a des papiers scientifiques assez poussés qui expliquent comment la neige lisse les paysages. Donc c'est là une combinaison entre la beauté esthétique de ça et la complexité physique qui est derrière et qu'on va essayer d'explorer ensemble. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, là on est encore sur la neige naturelle, on est bien d'accord, c'est quoi la neige? Est-ce que quelqu'un a une définition de neige? Allez-y, on prend 30 secondes pour savoir, parce qu'une question qu'on peut poser à un gamin de 5 ans, c'est quoi la neige, ou à un moniteur de ski qui a passé 50 ans en station et qui voit la neige tous les jours. Comment? Alors c'est de la glace. C'est quoi la différence entre neige et glace? C'est bien, c'est une première réponse, mais c'est pas la neige ça. Avec un peu d'air, ouais, suffisamment d'air. Pas que. En fait, pour faire simple, qu'est-ce qu'il y a dans la neige? Il y a 5 choses dans la neige. Quand vous sortez, là, vous prenez de la neige dans la main, vous avez 5 choses. Vous avez de l'eau cristallisée, on l'appelle glace, très bien. Quelqu'un a parlé d'air, très important, glace, air. Il y a 3 choses qu'on n'a pas dit. Des poussières, des noyaux, des poussières, ça, il y en a tout le temps. Il y en a dans la neige de culture, mais il y en a aussi dans la neige naturelle. Même si vous allez en Antarctique, dans des endroits hyper propres, il y a quelques nanogrammes par gramme d'impuretés. Qui font quelques microns, tout petits, on ne les voit même pas, mais ils existent. Donc la neige n'est jamais propre, ni à Chamonix, ni dans l'Arctique, etc. Donc là, on a dit ça aussi, il reste 2 choses. Qu'est-ce qu'on a dans la main quand on prend la neige? Un flocon, ça c'est oui, bien sûr. Du coup, c'est de la glace congelée avec de l'air. Il peut y avoir quoi d'autre? En fin de saison ou au printemps, neige mouillée, la soupe, il y a quoi aussi? De l'eau. L'eau liquide, c'est pas la glace, c'est l'eau liquide. Voilà. Et après, la chose la plus intéressante qu'on oublie tout le temps, parce que là on peut demander à l'ENSA et on peut demander à l'école primaire, il y a une chose qu'on oublie tout le temps, c'est la vapeur d'eau. Donc l'eau est présente dans la neige dans ces 3 états. Liquide, la glace, liquide, l'eau, solide, la glace, et gazeux, la vapeur d'eau. Ça c'est un élément essentiel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux sur la planète qui sont au même temps solides, liquides, gazeux. Hein. Donc vous skiez sur une piste, vous avez de la vapeur d'eau, de l'eau et de la glace. Si vous avez, je sais pas, du bois, il est solide. Quand il est liquide, il est à 1000 degrés. Et après, il s'évapore. Mais on n'a pas d'autres matériaux qui ont cette coprésence d'état. Ça, c'est l'une des difficultés de l'étude de la neige, c'est que ça change tout le temps. Donc il y a ces 5 éléments. Alors, dans la neige de culture, on verra, il y a toujours les mêmes 5. Hein. Donc la composition chimique de la neige naturelle est égale à la neige de culture. Alors là, j'anticipe un peu, j'ai mis 8 échantillons de neige. C'est des matrices cristallines de neige, grossissement 20 fois. Donc on l'a fait avec un tomographe, je ne vais pas donner tous les détails. Donc il y en a 8, 6 c'est de la neige. Neige que vous avez l'habitude de voir quand vous sortez des pistes, vous êtes sur la piste. 1, c'est pas de la neige, c'est autre chose que la neige, quelqu'un pourra peut-être deviner. Et 1, c'est la neige de culture. Donc après vous pouvez vous approcher, et celui qui trouve la neige de culture parmi les 8 a gagné. Parce que si je ne vous dis pas, vous avez du mal à distinguer la neige de culture de la neige naturelle, dans ce sens-là, au niveau de la structure. Il y a différents types de neige, ça je ne vais pas trop rentrer en détail. Il y a quand même 2 types de neige pour faire simple, neige sèche, neige humide. Donc si vous voulez faire simple, la neige soit elle est à température négative, et on l'appelle sèche, il n'y a pas d'eau liquide, soit s'il est à 0, il y a l'humidité, il y a de l'eau liquide. Alors la neige de culture, elle est souvent humide, mais peut être sèche aussi. Donc neige de culture a les mêmes propriétés physiques au niveau de la température que la neige naturelle, neige de culture naturelle. Alors là, j'ai mis un ensemble de propriétés. Alors, on ne va pas tout regarder, mais au moins les principales, il faut quand même les discuter. Neige naturelle, neige de culture. Qu'est-ce qu'on peut dire sous la neige? Par exemple, un moniteur là, qui prend la neige dans la main et le client lui demande parle-moi de cette neige. Vous allez dire quoi? Elle est froide, ok. Elle est blanche, ok.
Elle mouille, voilà, très bien. Mais la densité, très bien. Par exemple, vous savez donner une densité. Commençons par la densité. Vous avez la neige qui tombe du ciel, vous la prenez dans la main. Elle pèse combien cette neige? 40 quoi? À Chamonix? Non. À la poudreuse, c'est du 80, du 100. Tu peux avoir du 50, hein, mais dans les Alpes, c'est très rare. Donc 50 kg par mètre cube, c'est une neige très très légère. Donc, dans une neige à 50, il y a 95% d'air et 5% de glace. Donc c'est de la poudre. Vous savez, le minimum de densité jamais mesuré dans le monde, où c'était, combien c'était? Toi, tu as dit 40, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a moins? 5. 5, hein, vous imaginez ce que c'est? C'est que de l'air. Donc il faut du froid intense et absolument pas de vent. Donc c'était en Antarctique, calotte polaire. Et donc là, vous avez ce que les Américains appellent diamond dust, c'est des poussières de diamants, et ça fait des petites épaisseurs. Alors, continuons dans l'échelle, parce que ça, c'est très intéressant. La neige de piste, la neige sur laquelle les moniteurs skient, une piste exposée nord, damé. Est-ce qu'elle pèse plus ou moins que 140 ou 100? Plus, on va jusqu'à combien? 400, alors 500, ouais, c'est une neige de culture. La dameuse ne peut pas densifier à l'infini, donc on arrive à 500, plus ou moins, kg par mètre cube, et c'est tout. La neige de culture, neige crachée par un canon, est-ce qu'elle est plus proche des 100 ou plus proche des 500? La fourchette, c'est quoi? Alors la neige la plus légère, la plus poudreuse, jamais faite avec un neigeur, c'est du 300. Donc ça, c'est ce que les vendeurs d'anneigeurs vous disent. On fait de la neige à 300, c'est exceptionnel, il faut du froid, il ne faut pas de vent, etc. Un petit peu de vent, limite. Voilà. Normalement, c'est plutôt 400, 500, même 600, quand elle est gorgée d'eau. Quand on produit à -1, -2, ça peut être 500. Si votre neige ventée, là, vous prenez une crête ventée, neige soufflée, la congère, elle est plus dense que la neige de culture ou moins dense que la neige de culture? Plus dense, 600. Belle congère ventée, 600. C'est-à-dire que le vent brise les cristaux à un point tel que la neige, au final, elle est plus dense qu'avec n'importe quel neigeur ou dameuse. Juste pour terminer, ça c'est peut-être intéressant aussi à dire, si vous damez, alors vous compactez votre neige, votre mètre cube de neige fraîche qui était à 50, etc., vous le compactez, au final, vous avez un mètre cube de quoi? Vous avez chassé tout l'air, il reste quoi? Un mètre cube de glace pure. Ça fait quoi? Ça pèse combien un mètre cube de glace pure? Ah non, 917,2456. Donc la glace pèse moins que l'eau. Ça, les moniteurs savent par cœur parce que le glaçon il flotte dans leur cocktail. Donc les gens qui... voilà. Donc ça c'est quand même aussi super intéressant. On ne va pas faire un cours sur ça, on pourrait parler 2 heures du fait que la neige est plus lourde quand elle est liquide et elle était plus légère quand elle est solide. Ça c'est quand même pas évident, il n'y a pas beaucoup de matériaux qui se comportent comme ça. Autre différence, la neige, que ce soit naturelle ou damée, ou de culture, parfois elle est très dense, mais on l'appelle toujours neige et pas glace. À quel moment et pourquoi on distingue une neige, naturelle ou artificielle, de la glace? Qu'est-ce qui distingue la neige de la glace? L'air. Est-ce que quelqu'un un jour s'est réveillé et a dit, je ne sais pas, à 800 kg par mètre cube, je dis que c'est de la neige, de la glace, et avant c'est de la neige, ou il y a un phénomène physique qui permet de distinguer neige et glace? Ça c'est lié, ouais. Mais le phénomène de base, c'est que prenez un mètre cube de neige, même très dense, des cultures très denses, etc. Si vous avez de l'air, une petite molécule d'air, elle pourra traverser. Il faut chercher un chemin peut-être compliqué, mais on peut se passer. Donc la neige, même dense, est perméable au passage de l'air. La glace, même s'il y a de l'air dans la glace, vous montez à l'Argentière, vous cherchez des neiges de plusieurs siècles, il y a de l'air dedans. Ce n'est pas que de la glace pure. Mais l'air est fermé sur elle-même. Il y a des petites bulles d'air qui sont piégées, dans lesquelles on va chercher le climat du passé, vous savez. Et là, par contre, on ne peut pas traverser. Donc la glace, et on attend cet état-là à 850 à peu près, la glace n'est pas perméable au passage de l'air. Donc neige de culture, on l'appelle neige de culture et pas glace de culture, parce que même si elle est très dense, elle fait toujours passer l'air d'un côté ou de l'autre. Okay, ça, les moniteurs doivent savoir, parce qu'il y a bien un client certainement qui demande c'est quoi la neige, c'est quoi la glace. Donc au lieu de raconter les conneries comme tout le temps sur le télésiège, on peut parler de choses qui intéressent aussi. C'est une idée. Autre chose.
Alors ça, par contre, c'est une question, je suis désolé, je dois en parler. Parce que est-ce que quelqu'un a jamais mis la main dans la neige et après il a dit « putain, c'est froid ». Putain, c'est froid. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi la neige c'est froid? On ne peut pas parler de neige de culture si avant on ne se pose pas la question de pourquoi la neige est froide. Imaginez, alors là on sort. Ça c'est la neige, on a 2 mètres de neige. Ok? Quelle est la température de la neige en bas, vers le sol, tout ici, plus ou moins, si on devait parier? 0, ok. Pourquoi? Pourquoi c'est 0? Qu'est-ce qui a dit? Je ne sais pas qui a parlé. Oui, parce que c'est le sol qui chauffe. Pourquoi le sol il chauffe? Pourquoi? La terre est chaude, ça c'est 5% du flux de chaleur. C'est le flux géothermique, le noyau qui chauffe. Mais le 95% c'est plus simple, c'est la chaleur thermique qui est stockée par le sol qui est exposé au soleil en été, au printemps, et du coup qui renvoie. Donc il y a toujours du chaud qui vient du sol. Donc la neige en bas est à 0. 0 c'est le max, hein. On ne peut pas avoir de la neige à plus 2, plus 3, hein. On a dit avant, soit négatif, soit 0. Si vous mesurez une neige à température positive, vous m'appelez parce que c'est prix Nobel tout de suite, on n'a jamais vu ça. Mais avant, s'il vous plaît, vous testez votre thermomètre parce qu'il y a des chances qu'il soit pas bien calibré. Imaginez que le thermomètre du resto vous dise qu'il fasse -2. Ok, donc vous avez tous compris qu'en bas il fait 0. Vous savez que dans l'air il fait -2. Et là vous mettez la main dans la neige. Et, je sais pas, il fait -15. Alors là, il y a un problème, il y a. Parce que si on prend un bout de métal ou de bois et on le met à 0 en bas et à -2 en haut, au bout de 10 minutes, il sera thermalisé entre 0 et -2. Donc là, on aurait imaginé d'avoir quelque chose entre 0 et -2. Comment ça se fait que la neige elle est à -15? Où est-ce qu'elle a pris ce froid-là? Donc ça, c'est la question. On met la main dans la neige, il ne fait pas chaud dans l'air, il ne fait pas chaud en bas. D'où est-ce qu'elle vient? Pas froid dans l'air, pas froid en bas. Comment la neige gagne du froid? Non, pas directement. Il n'y a pas vraiment de transfert de matière. C'est plutôt un transfert d'énergie. Vous vous êtes posé la question, quelqu'un a une réponse? Ah, on a piqué les calories. Ouais, ça c'est pas le langage qu'on utilise, mais oui, on a piqué les calories. Dans quel sens? Vous avez fait des jeux de guerre, vous, où on a des lunettes infrarouges thermiques là qu'on voit dans les films, on voit la nuit dans le noir. Si vous avez ça, vous le pointez vers la neige, dans des nuits dégagées, il ne faut pas de nuages, etc., il faut un peu de froid, vous allez voir que la neige rayonne. La neige envoie de la chaleur vers l'atmosphère. Et l'atmosphère, du coup, n'est pas capable de renvoyer cette chaleur. Donc, dans l'infrarouge, dans le thermique, la neige se refroidit. Il y a une émissivité infrarouge de la neige qui est beaucoup plus forte par rapport à l'air. Si on a des nuages, ça ne marche pas, hein, parce que les nuages renvoient tout vers la neige. Donc, on a un effet de serre. Donc là, si on avait des nuages, la neige serait à -2. Hein, avec nuages. Ça s'équilibre avec ça. Donc la neige a cette propriété magique d'émissivité proche de 1, bon, pour les gens qui font un peu de physique, qui lui permet de se refroidir. Et c'est ce qui nous sauve. Hein. On a un mois anticyclonique en station avec neige de culture, on est censé la perdre tout de suite, la neige, hein, même parce qu'il fait chaud. Mais si la nuit il fait suffisamment froid, il n'y a pas de nuages, et elle rayonne et se refroidit la nuit. Et c'est ça qui nous conserve le moins de temps de jeu. Ça, je vais revenir, j'en parle pas trop. Bon, tout ce qui est pluie, là, c'est un gros sujet. Qu'est-ce qu'elle fait la pluie dans la neige? Ça, c'est un gros sujet. Hein. Il y a des gens qui passent leur vie dans notre laboratoire à étudier la percolation de l'eau liquide dans la neige. C'est un métier. Si vous voulez arrêter de faire de moniteur et vous voulez faire un vrai métier, je vous conseille d'aller voir les collègues qui font ça dans la vie et qui passent leur vie à voir les gouttelettes qui rentrent dans la neige. C'est super intéressant. Des gens un peu comme ça. Alors, la pluie ne fait pas fondre la neige. Hein. Ça, c'est une légende. Neige de culture, neige naturelle. La pluie ne fait pas fondre la neige. La pluie n'apporte pas, tu as parlé de calories, etc. La pluie n'apporte pas de calories. C'est moins de 6% ce que la pluie apporte. Par contre, on a l'impression que la neige disparaît, je ne sais pas comment on dit, quand il pleut. Pourquoi? Ça tasse. Et la fonte, elle est vraie, elle existe, mais elle est due à quoi? Quand il pleut, il fait quoi? Il fait chaud, il y a des nuages. Donc il y a une certaine fonte, c'est sûr. Mais ce n'est pas la pluie, c'est les conditions atmosphériques qui auront lieu quand il pleut. Autre chose intéressante, imaginez la neige la plus gorgée d'eau, neige à canon, prenons neige à canon, un tas de neige qui vient d'être crachée et qui est gorgée d'eau, neige dégueulasse, je ne sais pas comment vous l'appelez, la soupe. Combien d'eau liquide il y a dans cette neige d'après vous? Un pourcentage. Chiffre. Beaucoup, donne-moi un chiffre. 80? 80? Quelqu'un vote? Le maximum d'eau qu'on peut stocker dans la neige, c'est 8%. Donc la neige la plus dégueulasse que vous avez jamais vue, c'est 8%.
Alors pourquoi on ne peut pas dépasser 8%? Qu'est-ce qui se passe dans la neige si tu mets plus de 8% d'eau? Elle percole. La neige, c'est une éponge. Donc ça entre. Donc la neige la plus légère, neige de culture, par exemple, les gens qui font la neige de culture ont une échelle de 0 à 9. 0, c'est la neige qu'on appelle sèche ou bonne qualité. Donc là, il y a 0 liquide. La neige dégueulasse, qui est 9 dans l'échelle, c'est 5%. Donc tout se joue entre 0 et 5% d'eau dans la neige. Ça, on verra un petit peu. Bon, pour le ski, comme on est à l'INSA, on peut faire une petite parenthèse sympa. Et après, on va passer vraiment à la neige de culture, parce qu'il faut quand même en parler aussi. Petit test. Alors là, cette année, qu'est-ce qui skie bien dans la salle? Il y a bien un skieur de bon niveau, là. C'est la mauvaise question à poser. Vous êtes tous bons. Voilà. Alors, par contre, il y en a un parmi vous qui, cette année, veut battre son record de vitesse. Okay, il est en forme, il a les bons skis, il a trouvé la bonne piste sans client, bien sûr, il n'y a personne. Voilà. Donc, quelle est la température de la neige idéale, des 2 cm de surface, à laquelle vous glissez le plus vite? S'il y en a une. Alors, je ne sais pas, le plus froid, c'est moins 50, le plus chaud, c'est 0. Donc, d'après toi, c'est 0, quand elles font. Bon, il y a une personne qui dit 0. Quelqu'un dit autre chose? Oui, ça dépend du ski. Bon, un peu, ça dépend du ski, mais là, j'ai simplifié un peu. Tout le monde est d'accord sur 0. Même les dameurs, on dit mieux que ça. Hein? Moins 10. Comme ça, au pif. OK. Voilà. Bon, on ne va pas tous les faire, mais... Alors, quand il fait très froid, on ne glisse pas bien. Ça, vous le savez. Pourquoi on ne glisse pas bien quand il fait froid? Parce qu'en fait, quand vous glissez, vous créez, que ce soit neige naturelle de culture, une pellicule d'eau qui fait 10 microns. Donc, c'est tout petit, hein. On ne le voit pas à l'œil. Mais c'est la friction du ski qui permet de créer cette pellicule d'eau. Donc, s'il fait très froid, qu'est-ce qui se passe? Vous glissez, vous n'avez même pas le temps de créer l'eau que ça regèle derrière. Donc ça a été découvert par les Norvégiens il y a 100 ans, quand ils sont partis en Antarctique. Et ils avaient du fartage. Déjà à l'époque, ils ne glissaient pas, parce que leur fartage marchait pour les neiges chaudes norvégiennes et ne marchait pas pour les neiges froides antarctiques. Ça freine la neige froide. Par contre, 0, pourquoi ça ne marche pas à 0? Parce que 0, il y a de l'eau liquide. Et l'eau liquide, ça fait effet ventouse. C'est ce qu'on appelle la capillarité. Vous mettez un petit film d'eau entre 2 plaques de métal, ça les colle. Même chose entre le ski et le grain de neige, ça colle. Donc il faut éviter d'aller dans le chaud et il faut éviter d'aller dans le froid. Donc si vous faites des mesures, les boîtes qui font des skis, les haies de Rossignol font ça tout le temps, et c'est entre moins 4 et moins 5. OK ? Donc pour les skieurs qui font du KL, par exemple, ça c'est essentiel. Il faut partir, ça joue, hein, à moins 4, moins 5. Après, si vous êtes un peu lourd, en neige froide, vous avez un peu plus de facilité à glisser, alors qu'en neige chaude, on est tous freinés de la même façon. En descente, par exemple, la neige froide, descente à ski, c'est là où les skieurs qui ont du gabarit ont un avantage, d'accord ? Donc si vous partez tout seul, partez à moins 4, moins 5. Si vous partez avec des copains, s'ils sont plus lourds, il faut partir du coup quand il fait chaud, comme ça leur poids ne donne pas un avantage aux copains en termes de vitesse. Il faut penser à tout. Hein. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Tout le reste, on le verra, on n'a pas le temps, mais c'est pas grave. La formation de la neige. Alors ça c'est essentiel par contre. Qu'est-ce qui se passe dans un nuage? Et là, on commence à voir la neige de culture, dans un nuage. Vous avez jamais posé la question, comment ça tombe du ciel, les flocons? Alors déjà, vous prenez un nuage, vous le mettez à moins 40, il y a une partie de l'eau qui reste liquide. Ça, on ne va pas le voir parce que c'est compliqué, mais il y a ce qu'on appelle la surfusion. Donc vous prenez, la neige ne fond pas à 0, hein. La neige elle fond à moins 43,5. Mais bon, ça c'est du détail. Donc vous avez dans le nuage des gouttelettes d'eau suspendues. L'eau va s'évaporer et passer en phase gaz, vapeur d'eau, et c'est le gaz, quand il y a des impuretés, qui va solidifier sous forme de glace. Donc tous les flocons, on verra des photos magnifiques, les flocons, les étoiles, et les autres types de neige qui tombent, avant d'arriver au sol, ils ont traversé les 3 phases de l'eau. Ils étaient liquides, après gazeux et après solides. C'est ça la raison pour laquelle on a des formes hyper différentes. C'est la solidification de la vapeur d'eau qui crée des formes aussi variées, aussi différentes. Ça dépend de l'humidité et de la température essentiellement du nuage. Dans un enneigeur, un canon à neige, pour faire simple, que ce soit une perche, un ventilateur, peu importe la technologie, est-ce qu'on fait ça ou on fait différemment? Est-ce qu'on reproduit le mécanisme naturel ou on fait différemment? Plus fort. Voilà, on oublie ça. On oublie ça. Donc, si on fait qu'on jette des gouttelettes d'eau, est-ce qu'on aura des flocons? Des étoiles? Non, on aura quoi? Des billes de glace, des gouttelettes congelées.
Donc toutes les différences qu'on verra tout à l'heure entre la neige naturelle et la neige de culture sont dues au mécanisme de formation et à la géométrie du cristal. Là, on a des gouttelettes qui sont tout petites, hein, qui font 0,2, 0,5 millimètres, tout petits, mais ça reste des gouttelettes. On ne fait pas des flocons. Et on a intérêt à ne pas faire du flocon. On verra pourquoi. Si on fait un neigeur qui fait du flocon, on est capable de faire. La piste, on la ferme à 9h30 du matin. Et on verra pourquoi. Après, super intéressant. Est-ce que vous aimez les abeilles ? Là, vous pensez que je suis parti un peu loin, mais les abeilles, c'est quand même beau. Non ? Personne n'aime les abeilles. Ah si, d'accord. Alors, c'est quoi le lien entre les abeilles et la neige ? Vous avez jamais pensé à ça ? Alors, la neige, et ça aussi, je ne peux pas me parler, mais ça, c'est vrai, et pour la neige naturelle de culture, si vous regardez les neiges artificielles et naturelles à petite échelle, c'est exactement pareil. On ne sait pas distinguer. C'est toujours de la glace, de l'eau congelée. Hein. Et dans tous les cas, on a une symétrie hexagonale. Donc, quand on prend H2O, voilà, je ne veux pas rentrer dans la physique, mais on crée des formes hexagonales. Par exemple, tous les flocons qui existent au monde ont 6 branches, 6 côtés. On ne peut pas avoir des flocons à 8 branches, ni à 4 branches, ni à 12 branches. Okay ? Ça, je vous invite, en tant qu'expert de neige, ou en tout cas passionné de neige, à râler à chaque fois où, dans un resto, vous voyez des flocons qui ont 8 branches, par exemple. Ce n'est pas un flocon de neige. Okay, j'en ai vu de partout. Des stations de ski que je ne vais pas citer, dans la vallée, ont dans leur symbole un flocon à 8 branches. C'est une aberration, d'accord ? Okay, vous rigolez, hein ? Alors, petite histoire. Juste avant le Covid, j'étais invité par la plus grosse boîte au monde qui fait la neige de culture, la deuxième boîte au monde qui fait la neige de culture. C'est des Italiens. Du coup, je suis allé là-bas, dans les Dolomites, à l'AG, donc tout le monde en costard, 300 personnes dans la salle, tous les gens sérieux. Et j'avais 2 heures pour parler de neige, un peu comme ça, sympa. Moi, j'ai passé 2 heures à leur expliquer pourquoi le logo de la boîte, c'est que de la merde. Parce qu'en fait, non, mais c'est vrai, hein. Je ne vais pas citer la boîte, mais neige de culture, hein. Ça, c'est le nom de la boîte que je ne cite pas. Et qu'est-ce qu'ils ont dans leur logo ? Ils ont un flocon à 4 branches, qui est fait comme ça. D'accord ? Un flocon. Donc moi, je leur ai expliqué pourquoi ce n'était pas possible. Alors déjà, un flocon à 4 branches, on ne peut pas le voir, ça fait mal au cœur. Deuxième chose, est-ce qu'une boîte qui fait de la neige de culture a le droit de mettre un flocon dans son logo ? C'est quoi le symbole de la boîte, si on est réaliste ? C'est ça. Voilà, donc moi je leur ai fait un logo avec le... Voilà, et je regarde tous les jours sur leur site s'ils ont changé, ils n'ont pas changé. Par contre, depuis 2 ans, ils ne m'ont plus appelé, je n'ai pas de contact avec ces gens-là. Du coup, là je bosse que avec les concurrents. Et par contre, si on revient à la neige, c'est quoi l'intérêt ? Alors, le lien avec les abeilles, c'est que les abeilles font comme la neige, si vous voulez. Les cellules, elles sont hexagonales. Ça fait rire, hein, hexagonal. C'est un mot qui fait rire, ouais, je suis d'accord. Donc la neige minimise son énergie avec une symétrie hexagonale. Les abeilles minimisent la quantité de boulot à faire. C'est la meilleure forme. Elle aurait pu faire, les abeilles, des cellules sphériques, rondes. C'est pas intéressant, parce qu'on aurait laissé de la place vide. D'accord ? On aurait pu faire des cellules carrées, qui ne laissent pas de place vide. Mais on peut faire un petit calcul qu'on ne fera pas ce soir. En symétrie hexagonale, on minimise la quantité de cire nécessaire pour maximiser le nombre de cellules. Donc par évolution, les abeilles améliorent le travail et du coup, c'est hexagonal comme la neige. Donc la forme hexagonale, c'est quelque chose que la nature aime beaucoup, que ce soit les abeilles et la neige. Ah oui, là j'ai une vidéo que je vous fais passer vite fait. Du coup, je suis obligé de sortir. Alors regardez cette vidéo et vous allez me dire ce que c'est. Alors ça, c'est pas nous qui faisons, c'est des collègues au Caltech en Californie, nous on n'a pas l'équipement. Donc qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un flocon qui croît. C'est accéléré, hein, ça prend quelques minutes. On a une impureté et le flocon croît. Donc ça, c'est artificiel. C'est de la neige de culture, si vous voulez, artificielle. C'est fait au labo, dans ce qu'on appelle une chambre de condensation. Donc on est capable, en effet, de reproduire le mécanisme qu'on a vu avant. Il n'y a aucun problème à refaire exactement ce que la nature fait, en repassant par la phase vapeur d'eau et en créant des flocons. Donc il y a une boîte en Autriche qui, il y a quelques années, a créé ce système-là pour les stations de ski. On verra tout à l'heure, et c'est ce que vous pouvez garder en tête, que faire de la neige comme ça, on sait faire, c'est plus cher, hein, mais on sait faire. Par contre, vous pouvez déjà anticiper, on n'a pas d'intérêt à mettre ça sur une piste de ski. Pourquoi, d'après vous ? Et après, on va expliquer, mais pourquoi ? C'est pas intéressant. Comment ? J'entends pas, je suis désolé.
C'est instable, oui, ok, c'est instable. Et surtout, sur une piste de ski, je sais pas, il y a 5 000, 10 000 clients qui passent par jour. Si vous avez ça le matin, c'est pour ça que je disais, vous ouvrez la piste, une demi-heure après, c'est une neige qui n'a aucune cohésion. C'est beau, on fait de la puff, mais au final, ça n'a pas de cohésion sur une piste qui doit tenir. Donc il faut la travailler avec de la meuse, et quand on la travaille, on verra à la fin, on la ramène exactement à la neige de type neige de culture, en termes de forme. Donc c'est beau, mais sur une piste de ski, ça n'a pas d'intérêt. Je reprends la présentation. Alors, donc, dernière chose que je vous raconte sur la neige au sens large, c'est valable pour tout type de neige, c'est la transformation de la neige. Donc la question que je vous pose, c'est ça. Imaginez d'avoir un flocon, les flocons qu'on a vus avant, ok? Il est tombé du ciel, il est beau, il est là. Okay, vous le mettez dans une boîte, okay, où il fait moins 30. Pardon? Moi, j'en compte 6. Hein. C'est vrai qu'il faut savoir compter jusqu'à 6. Ça peut être un problème pour certaines personnes, mais normalement, oui, c'est plus qu'humain. Il faut passer à la deuxième main. Mais ouais. C'était pas ça le sujet, je voulais pas vous mettre en difficulté avec le flocon. C'était juste le point de départ en fait. Donc ce flocon-là à 6 branches, on l'a pris, on l'a mis dans une boîte et après on le laisse tranquille pendant 2 semaines. Et après on ouvre la boîte. Bon, est-ce que le flocon il reste flocon ou il change? C'est ça la grosse question. Ah, il change, ok. Bah pourquoi? Comment? Ça évapore, non? Parce que l'évaporation c'est quoi? C'est le passage d'eau liquide à gaz. Là, il n'y a pas d'eau liquide parce qu'on est à moins 30, donc il n'y a pas d'évaporation. Bien d'accord? Hein? Alors, il passerait en forme liquide si on passerait à 0, mais là, il fait moins 30. Je vous ai mis moins 30. Pour vous rassurer, ça ne fond pas. Il n'y a pas de vent, la boîte est fermée, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de tassement, il n'y a rien. La question, c'est pourquoi la neige change? Parce que sinon, on n'a pas d'intérêt à faire de la neige de culture, ça neige ne changeait pas. Hein. Comment? Si, il y a de l'oxygène. Là, j'ai pas mis du vide. Hein. J'ai mis de l'air. Il y a toujours de l'oxygène. De l'azote, tout ce que vous voulez. Alors, c'est pas vraiment la pression atmosphérique, parce que la pression atmosphérique est à peu près la même de partout. Hein. C'est par contre une sorte de pression, alors qui est due à la géométrie. La nature n'aime pas ce qui est complexe. Le flocon est beau, mais il est complexe. Il y a des branches, il y a des angles, des parties convexes, des parties concaves. Donc, en effet, il y a, c'est le seul mot compliqué, une tension de vapeur saturante, une pression, on va dire, qui est plus importante pour toutes les zones qui sont convexes. Toutes les pointes ont plus de pression. Donc, elles ont une tendance à sublimer, à passer de glace à gaz. Et inversement, tous les creux, ils ont moins de pression. Donc, ce gaz-là aura tendance à solidifier dans les creux. Donc, au bout d'un certain moment, quelle est la forme qu'on va retrouver? C'est ça, c'est une bille de glace. On les appelle grains fins. Ça fait 95% de la neige de piste. C'est la neige qu'on aime bien. Gobelet, c'est autre chose. Là, je ne parle pas de gobelet, là. Gobelet, il y a un gobelet là-dedans. Je le vois. Mais le gobelet, on pourra en parler. Mais ça n'a rien à voir avec la neige de culture. J'ai une bonne blague sur le gobelet, mais je ne peux pas la faire à l'instant. Donc, hein? Oui, alors ça, c'est encore autre chose. Mais là, on reste dans le grain fin. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir des grains fins sur une piste de ski? Imaginez d'avoir 2 grains fins qui sont côte à côte. Qu'est-ce qui va se passer? La même chose. Toute la partie convexe va sublimer. Et où est-ce qu'on va faire solidifier la vapeur d'eau? Là et là. Ça va coller les grains. Donc les grains se fritent, on appelle ça fritage, c'est la cohésion de la neige. C'est ce qui nous permet de faire du ski. S'il n'y avait pas ça, on ne ferait pas de ski. Vous avez skié sur du sable? Qu'est-ce que quelqu'un a skié sur du sable? C'est quoi l'intérêt de la neige par rapport à ça? Le sable n'a pas de cohésion mécanique. Donc vous dérapez en fait, parce qu'il n'y a pas de cohésion. Alors que le ski c'est beau parce que vous appliquez une force et vous sentez que la neige vous répond. Vous taillez vos virages parce que la neige vous répond. Elle a une force. Et la force se crée grâce aux ponts de glace qui se mettent en place entre les grains. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de cohésion, il n'y aurait pas de ski. Donc toute l'idée de la neige, quand on veut faire une piste de ski, c'est de favoriser ces transformations de là à là. Donc on fait quoi du coup? Par exemple, on dame, on casse les grains, on casse les branches. Comme ça, on a des choses plus sphériques, et en ayant damé fraisé, les grains sont plutôt de cette forme-là, et ils se collent plus facilement que si on avait encore des branches.
Et la deuxième chose, super intéressante, et là on revient en neige de culture, c'est que la vitesse de cohésion entre les grains dépend de leur taille. Imaginez d'avoir des grains gros comme ça, immenses. Est-ce qu'ils vont se coller entre eux facilement ou pas? Ben non, il faut des ponts de glace énormes, on ne va jamais y arriver. Dans la neige de gros grains, par exemple, quelqu'un a parlé de la soupe, la neige de printemps, c'est des gros grains qui font 3 mm, 4 mm, on n'a pas de cohésion. Sauf s'il y a du regel, mais sinon on n'a pas de cohésion. Alors que si les grains sont tout petits, avec très peu de ponts de glace, on a de la cohésion. Donc dans la neige, tout ce qui est petit, c'est bien, ça prend de la cohésion. Et donc la neige de culture, exprès, on l'a fait petite. C'est des sphères, mais on les fait 0,2, 0,3. Quand je dis petite, dans la neige, c'est moins d'1 millimètre. Donc 0,2, 0,3 mm de diamètre. Donc c'est petit, ça prend de la cohésion mécanique. Si on faisait ça, il n'y aurait aucune cohésion. D'accord ? Donc c'est pas une histoire d'être bien ou mal. C'est pas que la neige de culture elle est bien ou elle est mal. Il n'y a pas, en tout cas, moi j'ai pas d'avis. Ça dépend ce que tu veux faire avec. Tu veux faire de la poudre, c'est pas bien la neige de culture. Tu veux que la piste tienne avec une cohésion de frittage, bah tu fais ça. Il n'y a pas mieux. On peut pas faire mieux. Après, s'il y a l'eau liquide, c'est le métamorphisme de fonte, on ne va pas en parler, mais là, du coup, la capillarité, le regel, etc. Donc là, je vous ai mis pour terminer l'évolution. Là, c'est des échantillons comme ceux que vous voyez là-bas. Tout petit, 2,5 mm, avec la neige fraîche, là, 15 heures après la chute, 3 mois après la chute, 3 semaines, et après 3 mois, c'est les grains fins. Donc on est passé de l'étoile, ce qu'on voyait ici, au grain fin, tout petit, et avec, vous voyez, de la cohésion, avec des ponts de glace. Le gobelet, il existe, il est beau. Je ne veux pas en parler, mais en effet, dans certaines conditions de température dans un manteau neigeux, on peut piloter une évolution de la neige vers les gobelets. Les gobelets, c'est des gros cristaux qui sont striés, des pyramides avec des stries. Qui n'ont aucune cohésion mécanique, on appelle ça grosselle. Donc là, c'est des belles neiges, mais qui n'ont pas de cohésion. Donc c'est pas bien de mettre ça sur une piste de ski. C'est la même cohésion que la neige fraîche, à quelque chose près. Et en plus, ça peut faire, là je ne veux pas entrer dans le discours, mais des couches fragiles en cas de structure de plaque. Donc c'est même dangereux pour les avalanches. Donc tout ce qu'on fait sur une piste, c'est de piloter l'évolution vers des grains. Ils ne sont pas très sexy, je suis d'accord avec vous, des petits grains soudés par frittage. Donc on a la neige qui tombe du ciel et on la pilote vers ça, ou on injecte de la neige de culture déjà du même type avec des petites tailles. Et après, le rouge, c'est quand il a de l'eau liquide. Alors là, tout type de neige, que ce soit naturel de culture, quand on a de l'eau liquide, évolue sous forme de grains ronds. C'est la neige de printemps, neige humide et après la fonte. Donc ça, c'est la dernière étape de la vie de la neige avant la fonte. Il y a une soixantaine de types de grains qui existent, classifiés par leur comité scientifique. Là, je vous ai mis vraiment les principaux, il y en a beaucoup plus, mais c'est le plus simple. D'accord ? Donc on essaie de ramener la neige à ce type d'évolution-là. Je ne sais pas si je peux faire une petite blague, vous la gardez pour vous, après, ça va. Vous n'allez pas... Le directeur ne va pas écouter. Quand je fais les formations ici au pisteur, en général, j'ai que des mecs dans la salle. Du coup, je me permets de dire, et là, vous allez interpréter un peu comme vous voulez, que les cristaux de neige, c'est comme les filles. Voilà, je vois déjà un attentif. Alors, les cristaux qui sont très sexy, les plus beaux, sont pas fiables et ne donnent pas de cohésion à long terme. Le gobelet, il est magnifique, la neige fraîche, c'est magnifique. Il n'y a pas de stabilité là-dedans. Alors que les cristaux qui sont tout simples, là, un peu arrondis, un peu petits, là, il y a de la cohésion à long terme, d'accord ? Ok ? Donc ça vaut ce que ça vaut. Ma copine est très chiante, du coup je me venge comme ça à l'INSA. Là, il y a du coup des images de neige. On ne va pas tous les balayer, des choses qu'on a vues, neige fraîche là-haut. Pour vous dire, nous, on a un microscope au laboratoire. Quand il neige, on est un peu comme des gamins, on fait des photos avec vos sous. C'est des impôts publics. Donc voilà, ça c'est les résultats de vos impôts. Ça c'est neige fraîche, ça c'est le gobelet dont on a parlé, neige givrée, bouton de manchette, balle de fusil, grain fin, face plane, grain rond, aiguille, colonne, plaquette. Bon, il y en a pas mal, c'est quand même beau, donc ça doit vous plaire. Si, un nombre infini. Il y a autant de types de flocons de neige qu'il y a de flocons de neige. Donc après, les formes sont similaires. Par contre, le type exact du flocon dépend des conditions locales de température et d'humidité. Donc les conditions ne sont jamais exactement les mêmes pendant la chute, la formation du cristal. Au laboratoire, on peut les contrôler vraiment très bien et on peut avoir des choses très similaires. Mais dans la nature, c'est très variable. Donc on a des formes assez variées. Alors si tu veux, on a deux géométries principales, les cristaux prismatiques et les cristaux basales. Donc les cristaux prismatiques, c'est ceux qui vont croître sous les côtés. Par exemple, ça,
on avait un petit noyau. Les 6 côtés du germe de congélation ont grossi sous les côtés, donc qu'on appelle les faces prismatiques, et on a des choses plutôt allongées sous le plat, par exemple aussi ça, les plaquettes. Là, il faut qu'il fasse suffisamment froid, mais pas super froid. Alors que tout ce qui est allongé là-bas, c'est des cristaux à croissance basale, ça veut dire que c'est les faces du haut et du bas qui grossissent, donc ça fait des choses un peu allongées, ça on la voit. Hein. D'ailleurs, je parle au moniteur, il faut tous avoir dans la poche la loupe pour regarder les cristaux. D'accord? Donc parce que avec un grossissement de 8 fois, c'est pas grand-chose, c'est la loupe classique de l'ANENA, vous allez voir aussi bien que dans les images ici. D'accord? Et vous montrez aux clients, regardez que c'est beau quand il neige, etc. etc. Donc c'est essentiel, c'est un instrument de travail essentiel la loupe, aussi bien que le ski, pour voir tout ça en vrai. D'accord? Après, il y a différentes formations combinées, donc je ne vais pas rentrer dans tout ça, parce qu'on n'a pas encore parlé de la neige de culture. Donc, il y a une classification. Pour les gens passionnés, cherchez ce document-là. Il y a une version française, parce qu'il y a une version française, mais si la version originale, c'est en anglais. C'est la dernière classification mondiale de la neige qu'on a faite en 2009. Et donc, vous avez la liste des cristaux. Et pour la première fois, on a rajouté un cristal typique, spécifique, qui est la neige de culture. La neige de culture, c'est un type de neige en soi. Et donc, par exemple, en station de ski, les pisteurs qui font les observations au niveau météo sont censés mettre, si jamais il y a un neigeur qui crache à côté de la zone de sondage, le symbole qui va bien de neige de culture. Donc, c'est quoi, du coup, cette neige de culture? Neige de culture. Bon, là, on commence du coup le cours, si vous êtes encore là. Donc ça, c'est des photos de neige de culture. Toujours fait au labo. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est des gouttelettes d'eau congelées. Bon, très bien. Donc la forme, c'est des sphères. Okay. Par contre, important, encore une fois, c'est petit. C'est très petit, inférieur à 1 mm. Donc ça, c'est ce qui sort d'un neigeur. On peut le caractériser avec des systèmes plus précis. Donc ça, je ne vais pas trop en parler parce que je suis à la bourre, mais on peut aussi aller voir à la petite échelle. Donc là, c'est un échantillon de neige de culture prélevé à Val Thorens et qu'on a examiné plusieurs échantillons. Ça, c'est du coup l'image de l'échantillon de neige de culture. Donc c'est un agglomérat. Hein. Là où c'est un peu plus des agglomérats comme ça, c'est de l'eau qui a congelé. Donc c'était une neige qui au départ était un peu humide. Ça fait 1 cm x 1 cm. Donc c'est de la neige assez compacte, avec pas beaucoup d'air, du coup, parce qu'elle est déjà plus dense par rapport à ce qu'on a vu, avant. Là, c'est différents types d'échantillons de neige de culture. Donc là, c'est plutôt une neige de bonne qualité, pour vous dire. Là, c'est une neige de mauvaise qualité parce qu'il y a plus d'eau. Okay. Tout ça, on ne va pas trop le détailler. Par contre, les propriétés principales de cette neige, on va en parler, c'est un peu peut-être le but aujourd'hui. C'est quoi les caractéristiques de cette neige de culture? Alors déjà, sous les noms, on peut dire neige de culture, neige à canon, neige artificielle. Chacun a son avis. Neige artificielle, c'est plutôt négatif, parce que c'est artificiel. Donc les stations de ski préfèrent neige de culture. Les écolos préfèrent neige artificielle, parce que ça montre que c'est artificiel. Neige... Alors, en Italie, c'est quand même pas mal. En Italie, c'est neige programmée. C'est une neige qu'on décide quand on fait. Voilà, on coupe. En Allemagne, c'est pas mal. Les Allemands, ils disent neige technique. C'est une neige technique, parce qu'on l'a fait comme... Bon. En France, vous êtes hypersensible au langage, donc tout est... Par exemple, on ne dit pas canon à neige. Si vous allez dans n'importe quelle station de ski en France et vous parlez de canon à neige, aux gens de la station, les niveauculteurs, le directeur de la station, ils vont vous attaquer. C'est pas un canon à neige, c'est un anneigeur. Okay. Aux États-Unis, vous allez aux États-Unis, snow gun, c'est un pistolet à neige. Il n'y a pas de problème. En tout cas, ils ont tous un pistolet dans la poche, donc voilà. Donc le langage est important. Par contre, il ne faut pas non plus qu'on considère que le langage c'est tout, c'est juste une façon de donner un nom aux choses. Ça ne change pas la nature des choses. C'est quoi la nature des choses? Alors, c'est des choses, on l'a déjà dites. Forme sphérique, bon, ok, petite taille, masse volumique, on en a parlé. Ça ne se tasse pas beaucoup. Si vous avez un tas de neige de culture, ça ne se tasse pas beaucoup. Pourquoi? Il est déjà dense, donc ça se tasse un tout petit peu, mais pas trop. Alors, il a une bonne résistance mécanique, ça on l'a dit, parce que c'est des grains qui se fritent assez rapidement. On n'a pas parlé de l'albédo. Alors, c'est quoi l'albédo? La capacité d'un matériau à renvoyer la lumière. Par exemple, tout ce qui est noir a un albédo proche de 0. Ça veut dire que tout ce qu'on lui envoie est absorbé. Donc c'est le pourcentage de rayonnement solaire qui est renvoyé vers nos yeux par rapport à ce qu'on lui a donné.
Donc je pense qu'on est tous d'accord. Si on voit quelque chose de noir, c'est parce que la même lumière de la pièce tombe ici, mais là, ce morceau-là, il absorbe tout, donc on voit du noir. Albédo 0. Si on voit du blanc, c'est la même lumière qui tape. Mais là, ça renvoie toutes les fréquences visibles, donc on voit du blanc qui est la somme de toutes les couleurs. La neige, elle est à quel albédo d'après vous, entre 0 et 1 ? Le blanc parfait n'existe pas, plutôt 0,9. Donc ça, c'est ce qui nous sauve. Si la neige avait un albédo de 0,2, on ne ferait pas de ski. Elle fondrait trop vite. Donc ce qui nous concerne la neige, c'est le fait que si l'albédo est 0,9, ça veut dire que 10% de la lumière, on l'absorbe, mais 90%, on la renvoie. Donc ça ne chauffe pas. Okay, la neige de printemps, par contre, elle est plus sale, il y a des impuretés, elle est un peu plus sombre, il y a des branches. Voilà, elle est à 0,6, 0,7. Donc elle absorbe 20 à 30% plus que la neige naturelle. C'est quand même pas négligeable. Ok ? Donc, qu'est-ce qui pilote du coup l'albédo ? C'est deux choses. La première, c'est la couleur qu'on voit avec nos yeux dans le visible, 450, 750 nanomètres avec nos yeux. Là, du coup, c'est les impuretés. Dès que la neige est sale, ça fond plus vite. Donc, par exemple, les dameurs, la consigne des dameurs, c'est à chaque fois que vous avez une perte de fuel, vous arrêtez la machine. Si vous commencez à étaler de fuel, ça fond tout de suite la neige. Ou si vous mettez de la terre avec la lame. Donc ça c'est évident, mais il y a un deuxième phénomène dont on ne parle jamais, qui pilote la vitesse de fonte, c'est la dimension des grains. Imaginez d'avoir une autre feuille, là. Je vous la fais comme ça. Ouais, bon, ça c'est pas intéressant. Imaginez d'avoir de la neige constituée de gros grains, de grosses bêtes, comme la neige de printemps par exemple, plusieurs millimètres. Le soleil il tape. Il a une petite chance d'être envoyé ici à l'interface, mais surtout d'être absorbé dans le grain. Petite chance d'être envoyé, etc. Donc les gros grains ont plutôt tendance à absorber parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'interfaces air-glace qui permettent de renvoyer le soleil. Si vous avez la même neige, mais constituée de tout petits grains, tout petits, et là vous avez plein de chances, beaucoup de chances que le soleil soit renvoyé. Donc ce n'est pas que la couleur, ce n'est pas que les impuretés ou les poussières qui jouent, c'est aussi la dimension des grains. Vous pouvez avoir une neige hyper propre d'un côté et hyper propre de l'autre, et elles ne vont pas fondre de la même vitesse parce que l'une est constituée de gros grains qui font vite et l'autre de petits grains qui ne font pas vite. Donc, encore une fois, le deuxième intérêt d'avoir des petits grains pour la neige de culture, ils font moins vite. Si on ne fait rien dans la neige, les choses grossissent. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est normal. Les neiges les plus grosses, c'est en fin de saison, c'est les neiges de printemps. Et le damage, il est là pour ça. Le damage, il va contrer l'évolution de la neige. Si on ne fait rien, les grains grossissent et du coup, ils font plus vite. Alors qu'avec le damage, on casse les grains. On les ramène à des petites tailles. Comme ça, ils vont renvoyer plus facilement le soleil. Donc ça, sur un glacier, par exemple, Tignes ou aux Deux Alpes, c'est que ça qui nous sauve. Hein. S'il n'y avait pas cet effet-là, le glacier, on ne le sauverait pas avec de la neige. Métamorphisme de fonte. Alors ça, c'est aussi intéressant. La neige de culture ne peut pas se transformer en gobelet, par exemple, ou autre chose. La neige de culture va rester neige de culture. Elle peut disparaître, elle peut fondre, mais la seule façon de changer ces grains-là, c'est par humidification. Tant qu'il n'y a pas de température zéro ou positive, la neige ne bouge pas. Donc c'est un type de neige qui est assez stable, assez solide. Parce qu'on ne peut pas le changer en autre chose, il ne sera jamais modifiable, sauf que par l'humidification. Autre chose qui est essentielle pour les skieurs, il y a la neige de culture. Alors. Là, il y a des gens qui écrivent trop. Bon, prenons celle-là. Quand vous avez dans un enneigeur une gouttelette qui va congeler, d'accord ? Comment elle va congeler d'après vous ? Je sais pas, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, les petites gouttelettes qu'on congèle dans l'enneigeur. De l'extérieur à l'intérieur, c'est le froid de l'air qui le congèle. Hein. Et donc, on a toujours, tout le temps, des coques de glace, alors que parfois, le noyau, il est encore humide. Ça veut dire qu'on a l'impression que le cristal est déjà entièrement congelé, alors que la congélation n'est pas complète et on a encore de l'eau à l'intérieur. Okay ? Donc ça a énormément de conséquences sur le travail de la neige. Par exemple, quand on fait des tas, on ne les attaque pas avec les dameuses juste derrière. On attend que ça sèche. Parce que si jamais on attaque trop tôt, il y a cette eau piégée qui est là, on casse la coque, on étale de l'eau et ça fait des plaques à glace et les clients ne sont pas contents. Donc il faut attendre toujours que la neige sèche même à l'intérieur. Deuxième conséquence, pour les skieurs, souvent la pression de l'eau est suffisante pour casser elle-même la coque.
Et donc la neige de culture n'est pas tout le temps sous forme de billes de glace, mais plutôt sous forme de coques, de morceaux de coques de glace. Et ça, c'est super important parce que ça nous donne l'abrasivité de la neige. Si vous prenez la neige de culture, vous la passez sous le bras, c'est abrasif souvent. Vous sentez que c'est abrasif. Donc si c'était vraiment des billes de glace, ce ne serait pas le cas, mais c'est des coques, des morceaux de coques, et donc c'est abrasif pour cette raison. Et donc il y a un fartage spécifique à la neige de culture pour contrer cette abrasivité qui est due au fait d'avoir des éclats de neige, de coques de glace. Bon, il y a différents systèmes, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps. Comment ça marche ça c'est évident. On a de l'eau et on l'injecte dans l'air et elle congèle avec l'air froid. Ça ne suffit pas, il faut injecter aussi ce qu'on appelle des noyaux de nucléation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous ai dit, avant la neige, dans un nuage, l'eau congèle à moins 40. On n'a pas moins 40 dans les Alpes, rarement. Donc pour la faire congeler à moins 5, on n'injecte pas que de l'eau. Si vous prenez de l'eau, des gouttelettes d'eau, et vous les lancez dans la neige à moins 3, vous allez avoir de l'eau. Ça ne va pas marcher. Pour que ça marche, il faut injecter des petits noyaux de glace, on les appelle des noyaux de nucléation, qui marchent un peu comme les impuretés. Dans un nuage, dans les impuretés, dans un canon à neige, on a des germes de glace, tout petits. Donc c'est la rencontre entre l'eau pulvérisée, on appelle ça jet d'atomisation, et les grains de glace qui sont produits à côté, dans une chambre de nucléation, qui permet au jet de congeler par la suite. Donc on n'a pas de chimie là-dedans, on n'a rien. On a des morceaux de glace et de l'eau pulvérisée qui congèlent. Donc c'est un mécanisme plutôt naturel. Ça a des coûts, ça on verra, ça consomme de l'eau, mais il n'y a pas de chimie là-dedans. En tout cas en France, il n'y a pas de chimie. Alors un élément essentiel, c'est la température humide. Donc ça, il faut se poser la question. Imaginez de sortir en station de ski demain. Et la température du restaurant, le thermomètre du restaurant vous dit qu'il fait -2. Okay. Et pourtant, il n'y a aucun neigeur qui fonctionne. Le jour suivant, il fait, disons, -1. Donc il fait plus chaud. Et pourtant, il y a tous les neigeurs qui tournent. Vous n'avez jamais posé la question de pourquoi ça ne dépend pas que de la température, la production de neige? Voilà, c'est l'humidité. Donc dans quel sens l'humidité peut être utilisée? Donc où est-ce que c'était plus sec ou est-ce que c'était plus humide alors? Là c'était plus sec et là c'était plus humide. Donc l'humidité nous aide. Même s'il fait plus chaud, s'il fait plus sec, ça aide. Dans quel sens? Pourquoi? Ouais. Oui, pourquoi? Pourquoi ça gèle plus rapidement s'il y a moins d'humidité? Et pourquoi l'humidité bloque le gel? C'est l'histoire de la douche. Vous n'êtes jamais douché en fait? Je pense que si. Je fais des formations pour les dameurs, donc vous avez des surprises parfois. Imaginez de prendre une douche. Okay. Vous n'avez pas froid avant la douche. Il fait 20 degrés dans votre pièce. Okay. Par contre, quand vous sortez, vous avez un petit peu froid, frais. Pourquoi? La température n'a pas bougé, hein. Ça fait toujours plus 20. Par contre, vous avez des gouttelettes d'eau qui s'évaporent. Parce que l'humidité n'est pas à 100% chez vous. Et si l'humidité n'est pas saturée, vous pouvez faire de l'évaporation. Et c'est l'évaporation qui génère du froid dans l'air, parce que ça absorbe de la chaleur. Donc à chaque fois qu'il y a de l'évaporation, il y a un gain en termes de froid. Si vous douchez, après vous allez dans un hammam où il fait 100% d'humidité, la température que vous ressentez avant et après est la même. Il n'y a pas d'évaporation, parce que c'est déjà saturé en humidité, les gouttelettes ne s'évaporent pas, donc vous ne gagnez pas du froid avec l'évaporation. Donc ce qui compte pour un neigeur, c'est la combinaison température-humidité. Là, c'est un tableau de combinaison de température-humidité. Là, par exemple, à 2 degrés de température, si c'est 0% d'humidité, c'est une température équivalente de -4,3. Donc là, il y a des neigeurs qui marchent à moins 4,3. Donc on peut allumer un neigeur à +2 s'il fait suffisamment sec. Je ne sais pas, à -4, on peut arriver à -8,2 si 0 d'humidité. D'accord? Donc il faut connaître les deux. Donc sur chaque neigeur, il y a un hydromètre et un thermomètre, et la combinaison de deux nous dit la production. Et chaque neigeur a sa courbe de production. Là, par exemple, c'est une perche, là, c'est un ventilo, etc. etc. Donc ça peut marcher dans ce sens-là. Donc il faut bien connaître les deux à chaque fois. Et le vent. S'il y a trop de vent, on ne produit pas parce que ça va souffler ailleurs. Ça, j'en parle pas, ça, j'en parle pas, ça, j'en parle pas. Ça, j'en parle. C'est les pertes. Donc, en général, tout le monde va vous dire qu'avec 1 m3 d'eau, on fait 2 m3 de neige. Ça, c'est ce que tout le monde raconte, même à la télé. Ça, c'est faux.
Bon. C'est faux parce que ça fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de perte. C'est vrai. Si dans un monde idéal, on prend un mètre cube d'eau et on le convertit en neige, si on fait une neige à 500 kg par mètre cube, comme on a dit avant, eh ben on a pris l'eau qui pèse 1000, on la transforme en neige qui pèse 500, on a forcément 2 fois plus de matière. Okay, bon. À la taille, il y a des pertes. Nous, on a fait des mesures, des tests. On perd 30 à 40% de l'eau. Donc 30 à 40% de l'eau qu'on a injectée, elle n'est pas sous forme de neige sur la piste, elle est ailleurs. Donc soit perdue par évaporation, par sublimation ou par effet mécanique du vent. D'accord ? Donc ça, il faut bien garder en tête qu'il y a des pertes qui sont quand même énormes liées au processus de conversion neige-eau, eau-neige plutôt. Quelques chiffres. Ouais, on a largement le temps, pas minuit encore. Bon, en France, l'équipement est à 38%. Ça veut dire que si vous prenez les pistes de ski françaises, 38% des pistes sont équipées en neige de culture en moyenne. Hein. Il y a des stations qui sont à 60, des stations qui sont à 15. Voilà, là, c'est les pays voisins. L'Italie, c'est 85, mais si vous allez dans la Dolomite, c'est 100%. Dans la Dolomite, il n'y a pas une seule piste qui n'est pas équipée, très rare. Donc, en fait, en France, on se pose beaucoup de questions sur la neige de culture, ce qui est très bien. Par contre, les autres pays, alors qu'ils sont équipés plus, devraient s'imposer encore plus. On a dit qu'il n'y a pas de chimie, mais il y a des pays qui mettent de la chimie, par exemple la Suisse, par exemple la Norvège, par exemple les États-Unis, font de la neige avec des produits, notamment le SNOMAX. Donc ça, c'est la membrane d'une bactérie, peu importe ce que c'est. En fait, ils changent le point de congélation, donc on fait plus de neige pour une température donnée, ou si vous voulez, on fait de la neige à une température plus haute. Donc en France, depuis 2006, c'est déconseillé. C'est pas interdit, c'est déconseillé. Donc à ma connaissance, il n'y a qu'une station qui s'en sert, mais on pourrait s'en servir. Il n'y a pas de loi sur ça, il y a juste une lettre de DSF, de Handicap de France. Alors, par exemple, là c'est l'efficacité du canon de la neigeur. Normalisé, donc ça c'est on ne produit pas de neige, là on produit 100 mètres cubes heure, et ça c'est les températures, ça c'est ce qu'on obtient sans rien, dans un cas spécifique, le violet, et le vert c'est avec la neigeur. Donc s'il fait très froid, il n'y a pas de gain, ça ne sert à rien. S'il fait très froid, à moins 25, vous produisez aussi bien sans avec le SNOMAX. Par contre, si vous voulez produire à moins 5, peut-être que vous n'allez pas y arriver à SNOMAX, et avec le SNOMAX, vous avez déjà une production de 40 mètres cubes heure. Donc ça vous décale de quelques degrés vers la droite la possibilité de produire. Donc c'est là où c'est intéressant, un marginal. Donc pourquoi c'est pas fait? Parce que les Français ont dit tant que c'est pas prouvé qu'il y a un effet négatif sur l'environnement, on n'y va pas. Principe de précaution. Les Suisses ont dit tant que c'est pas prouvé qu'il y a un effet négatif, nous on y va. Principe de, je sais pas comment on l'appelle, mais de Suisse quoi. Et donc voilà. Il y a des études qui ont été faites par le CEMAGREF, etc. Il n'y a pas de, ils n'ont rien trouvé pour l'instant. Ça veut dire qu'on n'a pas de preuves qu'ils soient négatifs. Une fois, j'avais dans les Vosges une formation et on m'a dit que le produit qu'on met là-dedans, c'est ce qu'on a dans les fromages dans les Vosges. C'est-à-dire que la bactérie qui est là, eux, ils s'en servent pour les fromages. Donc, par contre, c'est des quantités qui c'est très concentré. Donc la question qu'on peut se poser, c'est peut-être dans 20 à 30 ans, dans les nappes phréatiques, ça se stocke et il y a un effet de seuil. Donc on pourrait peut-être avoir quelque chose qui va apparaître dans quelques années. On a 15 ans de recul pour l'instant, donc c'est peut-être pas assez. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Les coûts, ça coûte cher, mais bon, ça c'est les coûts d'installation de neige de culture. Donc chaque hectare de piste équipé, si vous avez une station à vous, vous voulez rajouter un hectare de piste, il faut dépenser au moins 150 000 €. Ça c'est les coûts du coût d'investissement pour avoir le réseau neige. Il y a des canalisations, il y a des salles de machines, il y a des pompes, il y a des compresseurs, ça c'est le coût. Par contre, regardez un peu les coûts. Là, j'ai pris les dates du passé. Donc le coût total de la neige de culture en France, c'est 12%. Ça, c'est les investissements totaux de la station, des stations françaises, 12%. Là, c'est la remontée mécanique neuve, 46, et l'entretien des anciennes, 13. Ça veut dire que, ok, c'est très bien de se poser la question de neige de culture sur combien ça coûte. Par contre, il faudrait se poser la question sur la remontée mécanique, alors, parce que ça coûte 4 à 5 fois plus cher en remontée mécanique que la neige de culture. Ça, c'est le damage, donc avec le salaire des dameurs et le carburant. Et ça, c'est les travaux de terrassement des pistes, ça, c'est les autres. Okay, donc aujourd'hui, une station dépense entre à peu près 2/3 de son sous qu'elle investit dans les remontées mécaniques. Donc dans la montée et pas dans la descente. C'est bien d'accord. C'est un peu une aberration, à mon sens. On met plus de sous pour faire monter les gens que pour leur donner du plaisir à la descente. Bon.
Ça consomme, bon, en énergie, ça c'était avant la crise énergétique, donc multipliez ça par 200 et vous avez la valeur, mais normalement c'était 2 à 3 kWh par mètre cube de neige, et le coût est en fait 1 euro, c'est 1,5 à peu près euros par mètre cube, juste la production, avec l'étalage des machines. C'est à peu près 3 euros si on considère l'amortissement des investissements. Donc une station passe combien d'eau? Ça dépend. La plus grosse station qui consomme en France, c'est la Plagne, c'est 1 million et quelques. Donc ça fait à peu près du coup 3 millions de coûts pour produire tous les ans la neige de culture. Okay. Bon, ça je dis pas. Ouais, sur l'eau, il y a beaucoup de choses. Alors en fait, les stations françaises consomment 25 millions de mètres cubes. Donc si vous faites la somme de tout ce qui est consommé toutes les saisons par les Alpes, les Pyrénées, Massif central, Vosges, Jura, etc., c'est 25 millions. Donc ça, c'est le total. Grenoble consomme 20 millions. Donc c'est en fait la consommation d'eau d'une ville de la taille de Grenoble. Par contre, dans les piscines privées, il y a presque 2 fois plus, en fait, 1,5 fois plus. Privé, hein, pas public. Donc si on se pose la question sur l'eau qui est consommée par la neige de culture, il faut se poser une question sur l'eau des piscines, parce que c'est plus important. Et en plus, là, dans les piscines, on met par contre de la chimie. Vous voyez ? Bon, quelques chiffres comme ça. Donc 25 millions d'euros, on en a parlé. C'est le chiffre de consommation. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça dépend. Ça veut dire que si vous parlez avec EDF et vous parlez à un technicien EDF de millions de mètres cubes, il va rigoler. Hein, parce que EDF turbine des dizaines de milliards de mètres cubes par jour. Donc, c'est rien. Par contre, à l'échelle d'une vallée, d'une commune, localement, il peut avoir un effet, une pression sur la ressource d'eau. Et donc, c'est à voir au cas par cas. 38% des surfaces équipées. Alors ça, c'est la quantité d'eau qu'il faut passer chaque hectare de piste. Donc vous allez dans vos stations demain, vous allez demander combien d'hectares sont équipés, ils vont vous dire 10 hectares, et ben ça veut dire qu'ils consomment pour chacun de ces hectares à peu près entre 2000 et 4000 mètres cubes. Voilà. 70% de la prod est faite avant Noël, ça je pense que vous le savez, c'est là où on fait la sous-couche, etc. Et le 30%, même moins, c'est pour le reste de la saison. Les coûts, on en a parlé, et on a dit que c'est moins de 15% des investissements d'une station de ski, la neige de culture, par rapport à d'autres usages. Vous avez des questions sur ça? Alors, la Clusa. Par rapport au projet de la Clusa. Oui, tu as tout dit en fait. Il faut que je continue. C'est tout bon? Ouais. On a commencé l'étude. Ils nous ont demandé de savoir si ça tient ou pas à la route au point de vue climatique. Là, du coup, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. C'est l'étude de la Columbia, etc. On verra des choses pour d'autres stations et du coup, on pourra faire un lien avec ta question sur la Clusa. Alors, je vous donne juste 2-3 infos sur le damage et après on va terminer sur les projections climatiques. Donc ça, c'est une piste à l'Alpe d'Huez qu'on a photographiée avec un laser pour faire. Donc ça, c'est l'appareil là. C'est pas une caméra normale, hein, elle coûte 300 000 euros. Donc ça fait des photos au laser. Donc ça, c'est la piste le matin à 6 h du matin. Ça, c'est la piste le soir. Et vous voyez l'état de surface. Et donc à droite, vous voyez la différence d'auteur de neige entre le matin et le soir. C'est le stade. Donc là, c'est les sillons qui sont creusés par le slalom. Et donc vous voyez qu'il y a moins de neige là où c'est bleu. Là où c'est rouge, il y a plus de neige le soir, donc c'est tous les burlets d'accumulation, la neige qui se dépose en bas à gauche, etc. Donc ça veut dire que quand on travaille une piste de ski, c'est pas que la neige naturelle, c'est pas que le damage, il faut prendre en compte les clients et l'effet mécanique d'érosion des clients sur une piste pour remonter cette neige. Et donc tout ça, on peut le calculer. Donc vous savez combien de neige est déplacée par un skieur lambda sur une journée de ski, en moyenne? Comment ? 3 mètres cubes, ouais, plutôt 2 mètres cubes, ouais. À peu près 1 tonne, 2 mètres cubes, ouais. Quelque chose près. Après, ça dépend du coup de. Ça, c'est vraiment la moyenne. Hein. Les Parisiens qui font du chasse-neige déplacent 10 tonnes, quoi. Alors que le moniteur de ski, par définition, ne déplace pas de grains. En fait, il taille ses virages. Donc, entre les deux, ça fait. Comment ? Oui, voilà, je sais pas. Mais... Donc ça dépend. Ça dépend du type de piste, la pente, le type de neige, donc c'est très moyenné. Mais imaginez 2 mètres cubes de neige déplacés. Donc si vous avez 10 000 clients, c'est-à-dire que les dameurs doivent déplacer 20 000 mètres cubes de neige tous les soirs. Sachant qu'il y en a 5 dans la lame, il faut quand même remonter cette neige. Juste pour terminer, 2 choses sur la neige de culture, après on passera à la fin. Donc pourquoi on dame une piste de ski du coup? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Une fois qu'on a la neige, que ce soit naturelle de culture, quel est l'intérêt de la damer, de la compacter avec les dameuses? Pourquoi on fait ça? Comment?
Oui, mais pourquoi la neige qui est damée se conserve mieux que la neige qui n'est pas damée? Je ne l'ai pas dit vraiment encore. Hein. Comment? On la casse, oui, mais je sais pas, je vous ai jamais posé la question. En fait, ce serait compliqué à expliquer, je vous le fais très simple. Dans la neige, on a dit qu'il y a plusieurs choses, mais les deux choses principales, c'est la glace et l'air. La neige est un mélange de glace et d'air. Dans la glace et l'air sont très différents en termes de capacité à conduire ou absorber la chaleur. Je ne sais pas si vous avez jamais imaginé, quels sont les matériaux qui conduisent très bien, qui font passer la chaleur très vite dans un sens ou dans l'autre? Les métaux, ouais. Par exemple, vous avez des poêles à métal parce que ça chauffe tout de suite l'eau dedans, d'accord. L'acier, par exemple, très bien. Le diamant, il est meilleur que les métaux. Donc, si vous faites des poêles en diamant, ça chauffe encore plus vite. Ça, c'est un conseil. Matériaux qui, par contre, ne conduisent absolument pas bien. Il y a quoi? Le bois. Le bois est un très bon isolant. Vous avez tous des chalets en bois, comme ça vous protège. L'air est meilleur que le bois. Hein. Le double vitrage, entre les deux, qu'est-ce qu'on a laissé? De l'air, ça isole bien. Okay. Donc l'air, on a dit, c'est un isolant. La glace, elle est moins isolante que l'air. Elle est à peu près 100 fois plus conductrice que l'air. Donc pour faire simple, dans la neige, on a un mélange d'air qui isole et de glace qui conduit. Donc quand on dame une piste, on la compacte, on évacue l'air, il y a plus de glace que d'air après. Hein. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle conduit plus, la neige. Quel est l'avantage d'avoir une neige qui conduit plus? Et faire entrer le froid. Voilà, c'est tout simple. En fait, le sol, on l'a vu, c'est que le chaud qui vient du sol, on s'en fiche. Tout ce qu'on peut faire pour garder la neige le plus longtemps possible, c'est de favoriser la pénétration du froid de l'air à la neige. Et donc, on augmente la capacité de la neige à conduire en mettant plus de glace que d'air. Si la glace et l'air avaient la même capacité à conduire, on appelle ça conductivité thermique, on n'aurait aucun intérêt à damer la piste. Et la neige se conserverait de la même façon. C'est la même raison, et là, je pense que vous n'avez jamais pensé à ça, mais il faut penser. Vous n'avez jamais vu les pistes de ski le matin? Elles sont comme ça. Là, les moniteurs ne voient jamais ça parce qu'ils dorment à cette heure-là, mais les pisteurs qui ouvrent la piste, ils voient quand même qu'il y a des vagues. Pourquoi on fait des vagues? Exact, ça augmente la surface d'échange. C'est des radiateurs. Je ne sais pas si vous avez vu les radiateurs, il n'y en a pas ici. Les radiateurs classiques, ils sont tous comme ça dedans. On augmente la surface d'échange. On chauffe plus vite la pièce parce qu'il y a plus de zones d'échange entre le métal qui est chaud et la pièce à chauffer. Là, c'est un radiateur à l'inverse. On va faire rentrer le froid. Il y a le froid la nuit. Avec ça, on augmente la surface d'échange, donc le froid rentre beaucoup plus facilement. D'accord? On pourrait faire un calcul qu'on n'a pas le temps de faire, mais ceux qui ont des souvenirs d'école, la vitesse de transfert de chaleur ou de froid entre deux milieux homogènes est proportionnelle au carré de la surface d'échange. Bien d'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, c'est la loi de Fourier, c'est un Français en plus qui a découvert ça. Si vous avez 3 fois plus de surface, comme c'est le cas avec les traces des bavettes, vous avez 9 fois plus de vitesse de propagation du froid. Donc le froid rentre 9 fois plus là-dedans. Et vous gardez la neige plus longtemps. Okay, donc les dameurs qui ont l'air un peu parfois des ours, etc., ils sont posés quand même des questions au départ. C'est pas juste pour faire beau, même si ça joue, mais c'est surtout pour favoriser le froid. Dernier élément, pourquoi on dame les pistes le soir et pas le matin? Le soleil se lève, il fait beau, en 2 heures on dame les pistes, et après on ouvre au client. C'est quoi l'intérêt de lancer le damage dès que la piste ferme la veille? Ouais, alors l'idée c'est que la prise de cohésion avec les petits grains et les ponts de glace qu'on a vus avant demande du temps. D'accord? Et donc il faut maximiser le temps qu'on laisse à la neige pour la prise de cohésion. Si vous ouvrez une piste ici un jour et vous l'avez damée 2 heures avant, il y aura 7 cohésions. Si la même piste vous l'avez damée la veille, il y aura 7 cohésions. Donc plus vous damez avant, plus vous laissez le temps à la piste pour prendre sa cohésion de frittage ou de regel s'il y a de l'eau liquide. La piste de compète, on ne la dame jamais la veille. Hein. On la dame une semaine avant, après on n'y touche pas pour maximiser la cohésion. Par contre, tout ce qui doit être mou, par exemple pour le jardin d'enfants, etc., on dame le matin. Ça reste mou, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui doit résister à l'érosion des skieurs, il faut que ce soit damé très tôt. Moi, si j'avais une station de ski à moi à gérer comme je veux, je ferais ça. Je dame une piste, je la ferme 4 jours, et après je l'ouvre au client. Dame une piste, ferme 4 jours. En fait, j'ouvre un quart de domaine skiable par jour. C'est pour ça que ça ne marcherait pas. Parce que là, on ferme une piste, on se fait attaquer. Mais idéalement, si on faisait ça, on aurait toujours des pistes. On n'aurait jamais de champ de bosse en fin de journée. Hein. Ce serait des pistes qui ne résistent pas à l'érosion. Ce serait un peu dur, je suis d'accord avec vous, mais bon, il faut savoir skier, quoi. Alors, conclusion, changement climatique. Il nous reste combien d'heures pour parler de ça? 10 minutes? Ok.
Je peux dire beaucoup de choses en 10 minutes en parlant beaucoup plus vite. Alors ça, du coup, c'est le schéma qu'il faut apprendre par cœur ce soir avant d'aller se coucher. En plus, c'est en anglais, bon, c'est pas grave. Donc c'est le schéma du modèle qu'on utilise. Tout ce que je vous raconter un peu comme ça avec les mains, on sait le calculer, le simuler avec des modèles. Donc ça, c'est le modèle numérique de neige qui prévoit l'évolution de la neige. Vous le connaissez, parce que les gens qui font un peu de hors-piste, ski de rando, etc., qui regardent les prévisions Météo France, qui se trompent jamais, ou presque, vous allez regarder le BRA, bulletin d'estimation de risque d'avalanche. Il y a un risque d'avalanche qui est estimé à 1, 2, 3, 4, 5, on est bien d'accord. Il est calculé avec ce même modèle. Et ce même modèle, nous, on l'a, moi et mon équipe, on l'a modifié pour, mon équipe et moi, il faut dire en français, on l'a modifié pour faire tourner ça sur les pistes de ski. Donc on a rajouté un module physique qui décrit le tassement de la neige et le brassage des couches de surface avec la fraise et la neige de culture qui est rajoutée. Donc on est capable de simuler ce qui va se passer en termes de compactage, de fraisage, de fonte, de percolation de liquide, d'effet de vent, etc., sublimation, etc., et en neige naturelle, et en neige damée, et en neige de culture. Donc avec ce modèle, du coup, on est capable de faire des projections. Parce que si on a des projections climatiques, du GIEC, du PCC, on les donne à manger à ce modèle, et on est capable de savoir combien de neige il va nous rester sur une piste de ski. Donc en gros, c'est le but de l'outil Climsto, que peut-être quelqu'un a déjà entendu parler de ça, parce qu'on a équipé 135 stations en 2 ans avec cet outil-là. Donc il y a une chance que les stations que vous connaissez soient déjà équipées. Et donc ça combine les projections climatiques avec la modélisation de la neige, la prise en compte de la topographie locale et les équipements de la station. Donc on va vraiment mettre les enneigeurs là où ils sont, les pistes où elles sont, les remontées mécaniques, etc. C'est un simulateur en fait de projection climatique. Sur l'aspect projection climatique, alors là, c'est sûr qu'en 10 minutes, ça va être un peu chaud de vous parler de ça. Est-ce que quelqu'un a des idées sur le changement climatique qui veut exprimer comme ça devant tout le monde? Non? Bon, très bien. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans un débat sur les scénarios, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur tout ce que vous voulez? C'est intéressant, c'est pas le sujet. Mais bon, si vous avez des questions, on peut en parler. Aujourd'hui, j'étais en arrivant ici à Chamonix, en direct sur la BBC, sous des questions de changement climatique sur les stations. Ils m'ont appelé il y a 2 heures. Voilà, donc j'ai fait la route en parlant avec la BBC. Et ils se posaient exactement cette question-là. Quels sont les effets des différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sur l'état d'enneigement des stations de ski françaises en 2050? Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer d'ici 30 ans, d'après ce qu'on peut dire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire. Alors, est-ce que quelqu'un skie dans les Alpes du Sud? Personne ne skie. Toi, quelle station? Vars, ok. Vars, tous? Serre Chevalier, ouais, ça c'est du Alpes du Sud un peu. C'est une station des Alpes du Nord implantée dans les Alpes du Sud, on va dire. Vars, c'est bien. Ce serait mieux s'il y avait la liaison cette année, mais bon, on fait avec. Donc Vars, c'est là. Serre Chevalier, c'est la seule très grande station des Alpes du Sud, elle est là. Donc c'est quoi tout ça? En fait, on a étudié l'année dernière 48 stations des Alpes du Sud par rapport à leur capacité à faire face aux effets du changement climatique avec leurs équipements. Donc je ne veux pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est un indicateur qu'on a développé qui s'appelle l'indice de fiabilité de l'enneigement, qui varie entre 0% et 100%. Donc 0% c'est rouge, 5% c'est vert. Donc 0% en gros ça veut dire qu'il n'y a aucune piste de ski qui peut être ouverte du début à la fin de la saison. Et 100%, c'est-à-dire qu'il y a tout le domaine skiable qui peut être ouvert du début à la fin, avec des probabilités. Hein. Et donc c'est fait en 2020, 2035, 2050, et c'est fait qu'avec le damage, avec la neige de culture d'aujourd'hui, et avec aussi la prise en compte des projets futurs de neige de culture. Donc Serre Chevalier, par exemple, c'est là. Bon, c'est du vert pas très foncé si on n'a pas de neige de culture. Avec neige de culture, on n'est pas mauvais. Vous voyez que si on regarde les Préalpes, ça c'est le Mont Ventoux. Hein, si vous avez des chalets dans le Mont Ventoux, faut prendre le VTT. Là, c'est des stations qui... Voilà, ça dépend des stations, en fait. Vous pouvez regarder au cas par cas. Il y a des stations où, avec sa neige de culture, ça ne change pas beaucoup en 2050. Hein, c'est-à-dire qu'on a beau avoir tous les enneigeurs du monde, ils ne vont pas tourner. Des stations où, par contre, on a encore de la valeur ajoutée. Et donc, la région nous a en fait commandé ça pour savoir, je fais simple, mais où mettre les sous. Où est-ce que ça vaut le coup d'investir. Donc, à Vars, ça va. Après, vous avez Christophe Verbel, donc à Vars, ça va toujours marcher avec un directeur comme lui. À Sercheux, ça va. Montgenèvre, ça va, et ainsi de suite. Donc après, on les a étudiés au cas par cas. Là, je vous montre un exemple de ce qu'on est capable de faire
Les chiffres, c'est les durées de ski qu'on peut faire. Là, on a pris une station, c'est une station, peu importe, dans les Pyrénées. Sur une altitude cible, là c'est le front de neige de cette station. Et là, vous avez les jours de ski possibles. De la gauche à la droite, dans le temps. Donc ça, c'est historique. La colonne blanche, c'est l'histoire. Et après, vous avez 2035 avec 3 scénarios possibles. 2050 avec 3 scénarios. 2090 avec 3 scénarios. Et ça, c'est que en neige naturelle. Si on rajoute l'effet du damage, si on rajoute des enneigeurs de type perche, des enneigeurs de type ventilateur. Par exemple, aujourd'hui, ils auraient 90 jours de ski avec le damage. En 2050, ils vont en avoir 71. Donc ils vont perdre quand même un mois de ski d'ici 30 ans. Avec la neige de culture, ils vont perdre quand même un peu, mais ils vont rester au-delà de 100 jours. Là, ça va encore pouvoir tourner. Donc ça, on le fait pour tous les points et au final, on le décarte comme ça. Donc là, c'est la plus belle station de France, l'Alpe d'Huez. C'est bien, on n'a pas de réaction. En général, les gens disent non, c'est la mienne. Ok, bon. En tout cas, c'est une station de ski. Vous la voyez ici en 2020 à peu près. Donc c'est une photo des conditions d'enneigement moyennes à l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Là où c'est rouge, c'est moins d'un mois de ski. Là où c'est jaune, c'est entre 60 et 80 jours. Et après, si c'est vert, ça dépasse les 100 jours et après les 120 jours. Donc là, vous voyez, forcément, si vous êtes à 3250 mètres au Pic Blanc, ça skie bien. Si vous êtes en bas de Sarenne ou à Huez Village, Villa-Recula, c'est moins bon. Et après, il y a les effets d'orientation et de pente. Oris, avec son Expo Nord, ça tient un peu mieux ici, mais ça tient moins bien là-bas, etc., etc. Donc ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Vous voyez les pistes de ski qui sont équipées en neige de culture. Forcément, elles ont plus de durée de ski. Là, c'est une piste qui est équipée, ici, front de neige. Vous voyez qu'il y a plus de durée par rapport à ce qu'il y a ailleurs. Donc ça, c'est aujourd'hui. Dans 15 ans, c'est comme ça. Donc dans 15 ans, ça ne va pas s'améliorer. Là, j'ai pris le pire scénario. Je ne vous ai pas dit, mais c'est le scénario qui ne prévoit pas de politique de contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et ça, du coup, c'est la saison dans 15 ans. Et ça, c'est la saison dans 30 ans. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Le ski, on va skier à l'Alpe dans 30 ans, il n'y a pas de souci. Par contre, on va skier une partie de la saison que sur de l'artificiel. Et regardez un petit peu les bas, là on est à 1200 mètres, même en neige de culture, on n'a pas du vert foncé, on va faire maximum 3 mois, mais grand max de ski, même avec neige de culture sur le bas, parce que le froid ne va pas être suffisant pour produire. Même chose ici. Vous voyez, c'est du jaune et c'est pas du vert, même en neige de culture. Donc chaque station est différente, chaque station a son fonctionnement, ses caractéristiques. Je vais vous montrer pour terminer du coup une vidéo qui dure 2 minutes ou par là. Donc ça, vous voyez la date qui change, vous voyez l'échelle et les durées d'enneigement avec et sans neige de culture. Donc ça, c'est encore une fois avec le pire scénario, mais bon, il n'y a pas énormément de différence à l'échelle 2050. Après, on a zoomé sur les différents secteurs pour voir les projets. Les gens qui connaissent, ça c'est le secteur de Montchéry. Donc ça, c'est ce qui va se passer s'ils font des projets. Là, par exemple, une extension du domaine avec une nouvelle piste. Et là, c'est l'état d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on fait rien? Qu'est-ce qui va se passer si on fait des choses? Est-ce que ça tient ou pas? Là, vous voyez, par exemple, que le front de neige est délicat, même en neige de culture. Et après, on a d'autres équipements sous l'autre versant de la station. Donc, vous allez voir le zoom là sur cette heure-là. Donc là, c'est une seule piste qui est un projet neige de culture, vous la voyez ici. Elle va se comporter comme ça, alors que si on fait rien, si on la dame seulement, elle va se comporter comme ça. Donc le jaune, c'est 2 mois de ski à quelque chose près, donc c'est pas énorme. On skie mi-janvier, mi-mars, et après on plie. Et le vert, ça devient confortable. Si on n'a pas de vert, voilà, on n'est pas bon. Les points hauts, là, on est à 1800 mètres, même sans neige de culture, il y a un peu plus de neige, mais ça ne veut pas dire que ce soit vraiment très confortable. Là, sur Chavannes, en fait, là, c'est un front de neige en altitude. L'idée, c'est d'avoir des ascenseurs qui remontent là et d'équiper ça comme vrai front de neige de la station en oubliant la partie basse. Et donc, avec des projets là, de neige de culture, de renforcement de ça. Voilà. Donc là, je vous disais, on a étudié pas mal de stations et on va dire la dernière année, j'ai fait quasiment que ça, moi, des projections de neige en station. Là, on commence à faire en Suisse, en Italie, en Espagne et en Andorre parce que c'est un produit qui, pour l'instant, est encore unique au monde, donc on nous demande de faire ça dans notre station. Voilà. Après, du coup, si vous avez des questions spécifiques à une station, si on l'a déjà étudié, c'est pas sûr, mais si on l'a déjà étudié. Comment? Alors, Chamonix, on a commencé, en fait, on est pour les pays du Mont Blanc.
13 stations, il n'y a pas que Cham, il y a aussi Saint-Gervais, Megève, etc. Et tout ça, c'est un cours de discussion. Donc on n'a pas encore étudié, mais ça va arriver, quoi. Donc un Haute-Savoie, on a commencé dans le Jura, après dans les Pyrénées, après en Savoie, et Haute-Savoie, c'est les derniers à s'équiper. Donc c'est pour ça qu'on se pose moins de questions, parce qu'on est plus haut, etc. Mais ça arrive petit à petit. On a commencé vraiment avec les stations qui avaient des gros problèmes. Pendant que ça tourne, après je prends vos questions. Si à la fin vous voulez vous approcher, pour revenir à la neige, je vous laisse deviner lequel c'est la neige de culture. S'il y en a un, je dis il y en a un que c'est la neige de culture. Il y en a un, c'est du sucre. Voilà, donc là vous pouvez aller chercher le sucre. Les autres, c'est de la neige de piste, tranquillement, ou de hors-piste. Il y a des faces planes, du givre, que quelqu'un aime bien. La neige de culture, bien sûr. Neige fraîche également. Et là, vous pouvez voir. Donc c'est grossi de 20 fois. Donc ces échantillons, imaginez l'échantillon à la base. Il a été mis au froid, il a été analysé. Et là, grossi de 20 fois pour faire les échantillons qu'on vous montre. Bon, vous avez compris qu'on a pris un vrai expert qui pourrait, je pense, tenir une nuit sur le sujet. Merci, on y voit quand même beaucoup plus clair. Est-ce qu'il y a peut-être encore une ou deux questions et on va vous laisser rentrer, il est déjà tard. Quelle quantité de neige pour de la glace? Ça dépend du temps que tu laisses pour le stockage, pour le tassement. Avec 1 mètre, tu fais de la glace. Avec 1 mètre de neige sur 10 ans, tu auras de la glace à la fin, avec le tassement naturel de la neige. Par contre, il faut que la neige ne fonde pas, parce qu'un mètre, ça va partir assez facilement. Donc, à long terme, oui, c'est vrai. Il y a à peu près un facteur 100. Parce que, à très long terme, oui. Par contre, c'est vraiment, ça peut faire même 5 cm. Ça dépend vraiment des conditions. Mais avec un tassement moyen général, oui, on peut dire qu'il y a un facteur 100 entre la neige au départ, s'il n'y a absolument pas de fonte, et la neige et la glace qu'on obtient à la fin. Et moi, j'ai une question aussi par rapport au modèle d'évolution des températures, on l'a vu. Est-ce qu'il y a des projets qui travaillent sur de la neige de culture qui pourrait être produite à 5-10 degrés, voilà, des températures comme on a vécu d'ailleurs la deuxième semaine de Noël ici dans la vallée? Il y a des systèmes qui existent. En fait, aujourd'hui, il y a... Sans parler des skis d'hommes, ça c'est encore un peu à part, mais il y a 2 technologies qui existent pour la neige. Les systèmes classiques que vous voyez en station, c'est les perches, les ventilateurs. Là, la température maximum de production humide, c'est -1 et encore plutôt -2. Okay, au-delà, ça ne marche pas parce que ça fait de l'eau. Par contre, si on veut produire jusqu'à +10 ou même +15, on a des systèmes parallèles qui s'appellent Snow Factory. Donc il y a quasiment tous les fabricants qui en produisent. Ça a été inventé dans les années 60 par les Israéliens. Ils appelaient ça les ICS, Ice Crushing Systems. Et en fait, ça marche toujours aujourd'hui. Il y en a qui sont alimentés par panneaux solaires, il y en a qui marchent sous vide pour augmenter la performance de production. Alors la différence principale, c'est, il y en a 2. C'est qu'avec un enneigeur, on produit jusqu'à 100 m3/h. Avec ces machins-là, on produit 90 m3 jour maximum. Donc c'est beaucoup moins performant en termes de quantité, tout en coûtant beaucoup plus cher. Donc 1 m3 de neige, il coûte, on a dit, tout compris avec les investissements, 3 €. 1 m3 de neige Snow Factory, il coûte 12 à 15 € par m3. Donc c'est 4 ou 5 fois plus. Et c'est sur des zones très limitées. Comme les volumes sont limités, il y a ça. La deuxième différence, c'est la qualité de neige. Donc c'est de la glace pilée. Donc on a beau la travailler et tout, c'est pas une qualité de neige comparable à des grains fins de petite taille, quoi. Ça reste une neige qui craque sous les skis. Donc c'est de la neige, ok, peut-être sèche, mais c'est pas le même type de rendu quand même. Quoi qu'ils vous disent les gens qui en produisent. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est pas des systèmes qui sont en mesure de remplacer la neige telle qu'on a fait avec les systèmes classiques. C'est très ponctuel. Vous allez à Zermatt, vous en avez une en bas. Vous allez, ils en ont testé aussi en France, un peu à droite à gauche. C'est pour des zones très limitées. Un départ de remontée mécanique, une toute petite piste, mais un jardin d'enfants. On ne peut pas imaginer de remplacer les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui. Merci. On prendra des questions par la suite. On va clôturer parce qu'il est déjà tard. Je vous remercie beaucoup. Si vous voulez vous inscrire au thème des prochaines conférences, vous pouvez me laisser votre adresse mail sur nos papiers. Je vous envoie les thèmes que des conférences et des événements à l'ENSA. La prochaine qu'on a, c'est le 25 janvier sur les notions de voyage et de tourisme, donc très intéressant aussi. Et voilà, je remercie encore une fois Carlo et je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.